j'aimerais remercier Alexandre Delval, qui est un essayiste, et militant politique et expert en géopolitique, qui s'intéresse et qui a écrit énormément sur l'islamisme et le terrorisme islamiste, en relation avec l'Europe et la Turquie et au monde arabo-musulman. Et a fait des travaux et a écrit plusieurs livres, dont le dernier sur exactement ce sujet-là, et qui va nous parler d'un sujet d'actualité, puisqu'on a reçu ici à Genève le président russe et américain, président Poutine et président Biden, les malentendus russo-occidentaux, les conséquences pour Israël, qui va être un sujet très intéressant. Et nous allons écouter notre cher orateur et après, il y aura une place pour des questions-réponses que Edgar Bloch, journaliste, va nous aider à être le modérateur. Et je vous souhaite tous une excellente soirée. Je suis sûr qu'elle sera très intéressante vu la qualité de notre orateur. Et j'ai le plaisir de lui passer la parole. Merci beaucoup. Merci, cher monsieur. Je ne sais pas si on se voit bien et si on s'entend correctement. Oui, parfaitement bien. Parfait. J'ai voulu essayer de partager l'écran, mais c'est techniquement compliqué, mais ce n'est pas grave si on ne voit pas le slide, le PowerPoint. Donc, tout d'abord, merci de m'accueillir. Merci de cette introduction. Tous mes vœux à l'ambassadeur. Et je vais aborder un sujet qui est un sujet éminemment géopolitique, qui peut être clivant. Je préviens que, bien entendu, ce que je dis parfois peut être choqué, parce que nous en parlions avec votre confrère journaliste tout à l'heure, ce matin. Il est quand même assez difficile d'aborder la question russe, surtout, sans qu'il y ait du manichéisme. Et donc, on va essayer de faire un exercice de géopolitique en sortant du manichéisme et en voyant les choses de manière un peu lucide. Monsieur le Président, Mr. Ambassador, Mesdames et Messieurs de Suisse Israël et Monsieur de Valais, j'étais normalement censé vous présenter à l'Assemblée, mais on peut aussi passer peut-être que le vif du sujet est peut-être ce qui brûle la curiosité des interlocuteurs. Et on peut très bien passer ce tour-là. J'avais fait un petit résumé sur votre biographie. En même temps, peut-être que la manière de faire peut très bien convenir aussi. Et peut-être ça se goupillera avec les questions. Donc, je vous retourne volontiers la parole. Ça n'est pas grave du tout. Il est plus important que vous parliez que moi. Et on aura peut-être l'occasion de vous présenter lors de la modération. Je vous laisse avancer, Monsieur Delval. Vous êtes parti très, très bien. Merci, Monsieur Bloch. Et bon, comme on a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à m'interrompre et à relancer si je fais des réponses trop longues, parce qu'on a peu de temps. Alors voilà, ce que je voulais dire tout d'abord, c'est que le malentendu Russie-Occident est fondamental et à mon avis, c'est un problème géocivilisationnel. Je m'explique. Toute ma méthode géopolitique n'est pas du tout une méthode huntingtonienne, mais elle prend en considération le facteur culturel, le facteur identitaire, le facteur civilisationnel. Parce que si on élabore une stratégie, et dans l'élaboration d'une stratégie, notamment nationale, ou d'un groupe de nations alliées, comme par exemple les membres de l'OTAN, on ne peut pas définir l'ami et l'ennemi au sens stratégique du terme, uniquement en fonction d'impératifs économiques et purement stratégico-militaires, d'autant que l'OTAN est un instrument qui est hérité d'un autre monde, celui de la guerre froide, où les choses étaient très différentes. Et quoi qu'on pense de la Russie, ce n'était pas la même Russie que celle d'aujourd'hui. Déjà, ce n'était pas la Russie, puisque c'était un bloc multinational dans lequel les Russes, j'allais dire de souche, très souvent se sont sentis lésés, parce que l'idéologie communiste soviétique, qui était une idéologie marxiste, mais aussi avec un projet géopolitique impérial, voulait abolir l'identité russe
au profit d'un empire marxiste qui aurait vocation à s'étendre. D'où la guerre froide et la volonté de endiguer le communisme avec la doctrine de Foster Dulles et de George Kennan, les grands stratèges de ce monde. Et ce qui est malheureux, c'est que lorsqu'on aborde la Russie d'aujourd'hui, qui n'est plus la même Russie, la preuve, l'Ukraine se tourne contre elle. L'Ukraine, qui au départ était considérée comme pratiquement la même chose que la Russie, aujourd'hui, l'Ukraine, bien qu'étant cousine germaine, se différencie de la Russie. Il reste que la Biélorussie, qui elle-même quand même se différencie aussi de la Russie, mais les autres composantes de l'ex-Union soviétique, excepté les Tchétchènes, ont pris leur indépendance. Ce n'est plus du tout la même entité d'un point de vue géopolitique, mais d'un point de vue aussi idéologique, c'est uniquement la mauvaise foi qui fait dire à certains que Poutine serait un nouveau Staline parce qu'il aurait dit qu'il regrettait l'ex-Union soviétique. Je voudrais revenir là-dessus parce que c'est intéressant de voir que des malentendus parfois peuvent venir aussi de phrases écourtées ou de mauvaise foi. La fameuse phrase de Poutine est la suivante: celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur. Et l'Occident n'a retenu que ça contre lui. Mais il avait dit, ceux qui sont nostalgiques de cette même URSS n'ont pas de cerveau. Vous voyez la nuance. Quand on connaît un petit peu la phrase dans son contexte, ce n'était pas du tout une nostalgie de Staline ou de l'Union soviétique, puisqu'il disait que ceux qui voulaient la rétablir et qui en étaient nostalgiques n'avaient pas de cerveau. Mais il voulait dire par l'expression « n'a pas de cœur », celui qui n'est pas triste avec cet effondrement, il faisait allusion au traumatisme qu'a été le passage de l'Union soviétique vers la Russie, la Fédération de Russie, qui aujourd'hui est une nation, certes elle-même plurielle, mais c'est une nation un peu plus cohérente que l'Empire soviétique, et ça a été une catastrophe parce que c'est une catastrophe quand on passe d'un régime totalitaire à un régime tout à coup libéral comme dans les années 90, avec plein d'oligarques qui ont pillé les industries et un état de chaos absolument invraisemblable, dans lequel ensuite Poutine a remis de l'ordre. Mais ce fut un traumatisme pour la stabilité aussi. C'était extrêmement compliqué de gérer cette transition. Et donc, voilà dans le contexte dans lequel Vladimir a lancé cette fameuse phrase. Donc voilà, ce n'est pas un stalinien, ce n'est pas un nostalgique de l'URSS, mais c'est un patriote russe qui a été formé sous l'ex-URSS et qui forcément n'a pas totalement rompu avec le passé soviétique, puisqu'il en a été un des cadres, notamment dans le milieu du renseignement. Mais pour relever le malentendu, ce qui est intéressant de rappeler, c'est que Poutine, après avoir été un cadre de l'ex-Union soviétique, il a été aussi un des acteurs, et ça, c'est pas du tout connu en Occident, et c'est pas mon opinion parce que je l'aime bien, pas du tout. C'est que tout à fait historique et vérifiable. Et notre ami l'ambassadeur pourra peut-être apporter sa pierre et confirmer. Poutine a fait partie, après le démantèlement de l'ex-URSS, quand c'est devenu la Russie, la Fédération de Russie, il a fait partie du clan des libéraux du maire de Saint-Pétersbourg qui s'appelait Anatoly Sobchak, qui était l'homme qui voulait que la Russie devienne occidentale. Il était pro-européen, il voulait se rapprocher de l'OTAN et il voulait se rapprocher de l'Occident et libéraliser l'économie. On est assez loin de la représentation que l'on fait d'un Poutine qui serait un nouveau soviète. Et donc, le Poutine que l'on connaît, il est complexe. Il vient de l'Union soviétique, il a été un homme du renseignement et donc un cadre de cette Union soviétique, mais il a été aussi un des acteurs à partir du clan des libéraux de Saint-Pétersbourg et aussi en contact avec des oligarques comme Berezovsky, qui étaient des grands capitalistes. Il a été aussi un des acteurs, un des protagonistes de ceux qui voulaient faire de la Russie un pays pro-occidental et un pays qui se rapproche et de l'Union européenne et, ce qui est plus étonnant, de l'OTAN. D'où le fameux partenariat OTAN-Russie en 1997, où on a eu une période assez intéressante pendant laquelle tant Boris Eltsine, le président de l'époque, que le clan actuellement au pouvoir, qui est en gros le clan autour de Poutine et héritier de cette époque Eltsine, eh bien, il y avait une réelle volonté de se rapprocher de l'OTAN, de collaborer dans les grandes questions sécuritaires, de redéfinir la menace et l'ennemi, et mettre carte sur table
Et l'idée, qui était d'ailleurs partagée aussi par pas mal de leaders européens, c'était puisque le pacte de Varsovie a été démantelé, eh bien, l'OTAN doit soit être démantelée, soit réviser ses postulats et se redéfinir, puisque la Russie, il ne faut pas l'oublier, chez les stratèges américains, la Russie était endiguée, non pas parce qu'elle était russe, mais parce qu'elle était soviétique et parce que la Russie développait le marxisme soviétique dans le monde, dans une sorte de subversion mondiale pour lesquelles cet empire a dépensé des milliards pour subvertir les valeurs de toutes les autres nations et renverser des gouvernements. C'est extrêmement important de comprendre cela. On peut critiquer la Russie d'aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout un pays qui développe le marxisme soviétique et qui finance tous les partis soviétiques en Occident. D'ailleurs, il est plutôt accusé de financer les populistes de droite. Donc, ce n'est plus la même entité. Et tout cela, on l'oublie. Et le malentendu Occident-Russie, il est venu du fait que, après le démantèlement, qui fut une catastrophe d'un point de vue russe, pas de notre point de vue. Pour moi, c'est fantastique quand l'Union soviétique est démantelée. J'étais étudiant à l'époque et pour moi, c'était extraordinaire. Je ne suis pas pro-communiste et je pensais que c'était une menace totalitaire qui devait être démantelée. Mais du point de vue russe, en géopolitique, il faut se mettre du point de vue de l'autre. C'était une déstabilisation et il fallait créer un nouvel ordre, c'était compliqué. Et il y a eu un pacte, plus ou moins écrit, plutôt oral, entre les dirigeants de l'époque qui s'engageaient à ne plus se nuire mutuellement. Et l'idée, c'était la suivante. La Russie acceptait qu'un certain nombre d'anciens satellites d'Europe de l'Est se rapprochent de l'Occident. Et donc, c'était relativement difficile à accepter pour les Russes, à l'époque, de lâcher la Pologne, l'ex-Tchécoslovaquie, ces pays ex-soviétiques ou qui ont été sous le giron soviétique. La Russie acceptait qu'il y ait une extension de l'OTAN jusqu'aux pays baltes et jusqu'aux pays d'Europe orientale. Elle l'acceptait à contre-cœur, mais elle l'acceptait. Et il y avait une ligne rouge qui était fixée, et c'était une sorte de deal qui avait été passé à l'époque au sein des gouvernements américains et russes, une sorte de pacte de non-agression. Vous vous étendez vers l'Europe de l'Est, même si ça ne nous plaît pas, et ça ne nous plaît pas du tout. Et la guerre du Kosovo, pareil, n'a pas plu, même si l'ex-Yougoslavie n'était pas soviétique, elle était quand même très associée à la géopolitique russe, avec l'accès aux mers chaudes. L'idée, c'était, vous ne venez pas vous étendre là où nous considérons que nous avons un étranger proche qui doit rester soit pro-russe, soit neutre. Et il y a eu cet accord. L'Occident avait fait comprendre, d'accord, nous n'allons pas franchir certaines lignes rouges, nous n'irons pas au-delà de l'Ukraine. Et justement, toute la politique des stratèges américains après les années, après les années 2002-2003, au début des révolutions de velours, les fameuses révolutions de couleur, financées par des institutions américaines officielles et des institutions américaines privées, il y a eu toute une stratégie qui était un peu celle voulue par le grand stratège Brzezinski, qui était de ne pas tenir ce pacte, de ne pas tenir parole, parce que l'analyse de Brzezinski et de nombreux stratèges, notamment néoconservateurs américains, mais pas que, c'était finalement la Russie est la continuation historique et géopolitique de l'ex-URSS. Elle doit être endiguée et on doit même continuer à la repousser, la fameuse doctrine beaucoup plus extrême du rollback, repousser la Russie et ne pas se contenter de l'endiguer. C'était tout le débat entre Foster Dulles et George Kennan. Et c'est presque le plus dur des deux qui a gagné, alors que l'on devait faire la paix, que Helsinki se rapprochait des Américains. Helsinki était un homme très attiré par le monde occidental et l'Amérique. La Russie a eu l'impression, je dis a eu l'impression parce que ce n'est pas forcément mon idée, mais que l'Occident n'avait que faire de respecter ce pays qui était méprisé, qui était très faible économiquement, donc les Américains ne respectent que la force financière, et les Russes ont eu l'impression que les Américains ont rompu leur pacte, ils n'ont pas tenu parole, et plutôt que d'unir une Russie qui voulait se rapprocher de l'Occident, je le répète parce que c'était clair à l'époque, quand bien même il y avait des anciens soviétiques devenus libéraux au pouvoir, ils avaient changé et beaucoup étaient attirés par l'Occident. Et dans les années 2000-2003, il y a eu un moment où on aurait pu faire une union extraordinaire que j'avais appelée l'union pan-occidentale. Rappelez-vous,
lorsque le 11 septembre 2001, les Twin Towers sont attaqués par des islamistes qui viennent d'Afghanistan, qu'est-ce que fait Poutine? Il est invité d'ailleurs plusieurs fois par la suite au ranch de M. George Bush père, mais il propose immédiatement une grande alliance pan-occidentale, OTAN-Russie, organisation qui existait déjà, hein, le partenariat OTAN-Russie, mais il propose une plus grande coopération stratégique contre la menace commune. Et à l'époque, la Russie n'était pas aussi liée qu'aujourd'hui à la Chine. Elle se méfiait beaucoup de la Chine. Ce n'était pas la grande alliance avec la Chine comme aujourd'hui. Il était encore possible d'avoir la Russie avec nous contre la Chine, mais aussi, pourquoi pas, contre l'Iran. Et là, on viendra tout à l'heure à Israël. Et imaginez ce qu'aurait été le monde si nous avions accepté cette main tendue des Russes qui voulaient se rapprocher de nous, redéfinir la menace, ne plus tourner les missiles de l'OTAN contre la Russie, mais se concentrer contre la menace, notamment à l'époque islamiste. Et Poutine avait proposé une grande coopération militaire pour éradiquer les bases terroristes internationales en Afghanistan. Et cette coopération stratégique proposée par Poutine, qui a été le premier à appeler George Bush pendant George Bush fils, hein, cette fois-ci on est avec George Bush fils, hein, en 2001, le premier qui l'a appelé pour lui dire toutes mes condoléances et nous sommes avec vous, etc. Il y a eu un moment, si vous voulez, assez magique où il était possible que l'Amérique et la Russie deviennent de vrais partenaires, peut-être pas avec une amitié, mais en tout cas avec une certaine coopération et se rendre compte qu'ils faisaient partie de la même civilisation et qu'ils avaient les mêmes ennemis, notamment les islamistes. Or, qu'est-ce qui s'est passé? La lune de miel entre les deux, elle a existé. George Bush a invité deux fois, George Bush fils, deux fois Poutine dans son ranch. Donc, Eltsine n'était plus là, c'était déjà l'avènement de Poutine à partir de décembre 2000 et ensuite 2001. Et Poutine a commencé par intérim, ensuite président, réélu à chaque fois. Et donc, il y a eu une vraie lune de miel, mais elle n'a duré que 2 ans, de 2001 à 2003. Et à partir de 2003, la folie des néoconservateurs américains, que l'on a bien vu à l'œuvre en Irak, où c'était une véritable folie. La guerre en Irak a été menée de manière extrêmement folle par des idéologues néoconservateurs qui ne connaissaient rien à la chose militaire et qui ont voulu éradiquer tout un régime plutôt que de mettre à la tête de l'Irak un général de Saddam Hussein qui était contre Saddam. Il y avait des candidats, mais qui auraient préservé l'État, la stabilité. Eh bien, on a voulu éradiquer le régime dans son ensemble et instaurer un véritable chaos. On se rappelle tous des scènes de pillage en Irak. Et cette guerre en Irak en 2003 a été une matrice extrêmement importante pour comprendre beaucoup de choses. Elle a radicalisé la Russie contre l'Occident, mais aussi la Turquie, qui était un allié d'Israël, la Turquie. La Turquie, moi je me rappelle, parce que j'ai beaucoup écrit sur la Turquie et j'y allais plusieurs fois par an pour faire des enquêtes, des interviews et pour écrire mes livres sur la Turquie. J'ai rencontré des gens, y compris des militaires, et j'ai vu la Turquie devenir fanatique en réaction au soutien des Kurdes par les Américains en Irak. Alors, à tort ou à raison, les Turcs ont pensé à l'époque que la guerre en Irak de 2003 était une guerre pour détruire l'État irakien et la nation irakienne afin de faire naître un Kurdistan qui ensuite allait forcément donner des idées aux Kurdes de Turquie, qui est une véritable plaie pour les Turcs nationalistes, puisque pour eux, la grande peur, c'est qu'un jour, il y ait un État Kurdistan et qu'il y ait une sorte de fracturation de la Turquie. Avec les vieux démons, le traité de Sèvres, lorsqu'en 1920, il y avait eu un projet d'État arménien et d'État kurde en Turquie, les Turcs ont été, à tort ou à raison, ce n'est pas mon opinion, mais je vous dis vraiment ce qui se passait en Turquie, des islamistes aux nationalistes. Il y a eu un véritable délire anti-occidental qui a commencé à progresser dans la société et qui a porté des islamistes au pouvoir comme Erdogan. Déjà depuis 1 an, Erdogan était au pouvoir en 2003, mais une idée radicale anti-occidentale a commencé à se développer en Turquie parce que l'Occident était accusé finalement d'être pro-kurde et de vouloir redéfinir les frontières de tout le Moyen-Orient. C'était le fameux projet de George Bush pour le Grand Moyen-Orient. Donc la Turquie, nous l'avons perdue à cette époque. La Turquie s'est dit, notre ennemi radical, existentiel, c'est l'indépendantisme kurde. Or, les Occidentaux aident les Kurdes. Donc, les Occidentaux sont des traîtres. Nous sommes alliés avec eux au sein de l'OTAN. Et pourtant, ils aident notre ennemi le plus existentiel, les nationalistes kurdes. Vous me direz, c'était en Irak.
mais pour les Turcs, s'il y a un État kurde en Irak ou en Syrie, c'est pareil. Dans tous les cas, c'est un danger puisque ça va donner des idées aux nationalistes kurdes en Turquie. Donc, vous voyez, 2003, c'est une matrice. On perd l'estime de la Turquie qui devient de plus en plus antisémite. J'en viens au sujet d'aujourd'hui, et anti-israélienne. Pourquoi? Parce que Paul Bremer, le gouverneur que les Américains mettent en place en Irak, est perçu en Turquie comme le juif sioniste qui est là dans un plan de complot américano-sioniste mondial pour détruire les pays musulmans et faire des États à la solde d'une sorte de nouveau colonialisme américano-sioniste, un véritable délire, bien sûr. Mais ce qui compte en géopolitique, ce n'est pas le jugement, c'est analyser. Beaucoup de Turcs en sont persuadés que c'était un complot juif, sioniste, américain, cette guerre en Irak, alors qu'en fait, c'était juste une maladresse de néoconservateurs autour de George Bush qui étaient absolument ignorants de la stratégie, qui n'écoutaient pas les militaires et qui avaient des idées, c'était des idéalistes complètement fous, d'ailleurs des anciens gauchistes souvent devenus conservateurs. Vous savez que les néoconservateurs, c'est presque tous des anciens gauchistes dans les années 60 qui sont devenus néoconservateurs sur le tard avec des idées très expansionnistes et ce n'est pas du tout des gens raisonnables et ils étaient très interventionnistes. Et au même moment, en 2003, cette guerre en Irak, elle radicalise les Turcs, mais aussi elle radicalise les Russes, puisque pour eux, pour les Russes, c'était aussi un État proche de la Russie qu'on déstabilisait, et on allait mettre à la place de ces gens, soit des Iraniens en zone chiite en Irak, soit ça allait laisser la place libre à l'islamisme radical, le même islamisme qui combat la Russie en Tchétchénie et en Afghanistan. Et les Russes se sont dit, ce n'est pas un hasard si au même moment, les révolutions de velours en 2003, appuyées par des fondations privées ou publiques américaines et par l'OTAN et l'Union européenne, donc les Occidentaux, eh bien, on va aider la plupart des dirigeants en Géorgie, en Ukraine, au Kirghizistan. Il va y avoir ces fameuses révolutions de velours et à chaque fois, derrière, il y a une intervention occidentale, américaine, européenne ou atlantiste, ou des milieux occidentaux très proches des États-Unis, avec des déclarations très intempestives de néoconservateurs américains qui disent qu'il faut réduire la Russie dans sa plus simple expression et étendre l'OTAN jusqu'aux portes de la Russie. Et pire, la fameuse ligne rouge, c'est dans les années 2003-2004 que commence l'affaire ukrainienne et les Américains vont déverser à peu près 5 milliards de dollars pour financer les mouvements anti-russes en Ukraine de l'Ouest, qui ensuite vont gagner du terrain et vont finir, alors qu'ils étaient minoritaires, par devenir majoritaires en Ukraine, ce que la Russie a considéré comme une attaque directe contre, justement, son étranger proche. C'est une notion russe, l'étranger proche. Et il s'est passé la même chose en Géorgie, lorsque les Occidentaux, les fondations privées et publiques américaines, vont aider Saakashvili, le fameux président très atlantiste, très pro-américain et très anti-russe. Donc en Géorgie, en Ukraine, deux pays clés de l'étranger proche russe, où la Russie avait dit, au sortir de l'Union soviétique dans les années 90, allez où vous voulez, mais ne touchez pas à l'Ukraine, à la Biélorussie, à la Géorgie. Ne touchez pas non plus à la Serbie. La Serbie, quelques années plus tôt, une guerre mise en place par l'Occident avait consisté à déstabiliser l'ex-Yougoslavie, réduire les Serbes, faire naître un État musulman, le Kosovo, qui allait être le deuxième État musulman avec la Bosnie. Et les Russes se sont dit, peut-être qu'ils ont tort aussi, comme les Turcs, peut-être qu'ils ont été pris par un délire. Mais ce qui compte, c'est les perceptions géopolitiques. Les Russes se sont dit, ils ont bombardé nos frères serbes, détruit l'ex-Yougoslavie, fait naître des États atlantistes comme le Kosovo, où on a bâti une base américaine militaire juste quelques jours après la guerre du Kosovo en 1999. Ils ont aidé les Bosniaques également contre les Serbes, les Bosniaques qui étaient un lieu où sont arrivés tous les islamistes du monde entier. Et je me rappelle à l'époque, j'avais écrit un livre qui s'appelait Islamisme États-Unis, qui avait eu du succès, malgré moi, en Russie, parce que les Russes disaient, c'est la preuve que les Occidentaux préfèrent le monde islamiste, même le monde islamiste radical, aux Russes. Ils ont rejeté la Russie dans l'Occident, mais par contre, ils ont déstabilisé un État arabe laïque en Irak pour faire venir des Iraniens indirectement, c'était le résultat, et des gens d'Al-Qaïda, parce que finalement, quand on détruit la stabilité de l'Irak, c'est comme si on voulait faire venir les Iraniens et Al-Qaïda. Si vous détruisez tout l'appareil d'État irakien, forcément, le vide allait beaucoup plaire et aux islamistes sunnites d'Al-Qaïda et aux Iraniens. Et aujourd'hui, l'Irak, c'est ça. C'est un bout contrôlé par l'Iran,
ce qui est très grave stratégiquement. Ça a permis à l'Iran de prendre un bout de l'Irak, et la partie sunnite de l'Irak, c'est devenu Al-Qaïda, puis Daesh. Vous voyez les conséquences énormes de cette erreur stratégique occidentale qui, plutôt que de se préparer contre l'ennemi chinois, d'une part, ou d'unir ses forces avec la Russie contre l'ennemi islamiste, l'Occident a fait le jeu de l'islamisme, directement ou indirectement, et a éradiqué des forces qui auraient pu être neutres ou alliées contre cette guerre contre l'islamisme. Voilà, j'en ai terminé sur cette partie. C'est très important de comprendre que 2003, c'est une période charnière, révolution de velours, extension de l'OTAN et future extension de l'Union européenne qui ne va pas cesser de s'élargir. L'Union européenne, jusqu'au moment où je parle, elle n'arrête pas de progresser vers l'Est. Et aujourd'hui, elle tente des élites ukrainiennes, elle tente aussi des Albanais, des Kosovars, des Bosniaques. Et donc, pour les Russes, il y a un plan machiavélique de l'Amérique qui veut encercler la Russie, l'empêcher d'accéder aux mers chaudes, d'où la guerre, d'ailleurs, contre les Serbes, c'était empêcher la Russie d'accéder aux mers chaudes, puisque les Serbes étaient redevenus les grands alliés des Russes à l'époque de Helsinki et de Milosevic. Donc, pour les Turcs et pour les Russes, l'Occident est maléfique. L'Occident soit trahi pour les Turcs, puisque les Turcs sont membres de notre alliance occidentale qui s'appelle l'Alliance Atlantique, et pour les Russes, l'Occident ne veut pas d'eux. Et donc, ça a totalement déstabilisé l'échiquier mondial. Et aujourd'hui, plutôt que d'avoir une Russie qui, j'en ne suis pas sûr, mais elle n'était pas pro-iranienne comme aujourd'hui, à l'époque. La Russie, sous Boris Eltsine, n'était pas du tout pro-iranienne. Et elle n'était pas pro-chinoise. Il n'y avait pas cette alliance stratégique. Il y avait même encore des contentieux territoriaux en Sibérie dont on parlait très souvent. Et donc, on a raté une occasion extraordinaire. On a imaginé si aujourd'hui, la Russie avait été associée à ce qu'on appelait la fameuse alliance pan-occidentale, c'est-à-dire un partenariat OTAN-Russie renforcé, avec une coopération stratégique contre des ennemis communs, notamment l'islamisme radical sunnite. Et comme la Russie aurait pu être peut-être mieux associée à l'Occident, eh bien, elle aurait peut-être beaucoup moins été proche de l'Iran. Elle aurait gardé des relations correctes avec l'Iran. Il ne faut pas se leurrer. La diplomatie, elle est faite par la nécessité et la géographie, l'énergie, les voisins et les intérêts. Mais ça n'aurait pas été une telle complicité comme aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il y a un grand gâchis parce que les Russes, malheureusement, ne raisonnent pas de manière toujours très rationnelle, comme beaucoup d'ailleurs de stratèges. Moi, ce qui me frappe, c'est le manque de rationalité en général, dans l'économie comme en géopolitique. Ça se saurait si tous les dirigeants étaient froids et stratégiquement, comment dirais-je, raisonnables. Donc, la Russie s'est vengée. Après ce qu'elle a vu comme une exclusion totale de son étranger proche, où nous sommes venus nous immiscer dans ses propres affaires, si vous voulez, la Russie considère l'Ukraine et la Géorgie comme l'Amérique considère le Canada. Imaginez le Canada retourné par des forces politiques et financières russes, et le Canada, imaginez un Canada qui devient pro-russe. Ça nous rappelle les missiles à Cuba. C'est insupportable, le Canada ou le Mexique d'ailleurs. L'Amérique ne supporterait jamais le Mexique ou le Canada à ses portes devenir membre d'un axe comme l'OCS, par exemple, l'Organisation de la Conférence de Shanghai. C'est la fameuse anti-OTAN qui a été créée par les Russes et les Chinois. Donc, nous avons fait aux Russes ce que jamais nous n'aurions toléré au Mexique ou au Canada ou dans un pays atlantiste. Et donc, les Russes le voient comme un affront et comme la preuve qu'on ne pourra jamais avoir l'estime de l'Occident, que l'Occident détestera toujours les Russes. Et les Russes s'appuient d'ailleurs sur une carte géopolitique qui est la carte, je dirais, la matrice de l'OTAN, la carte mentale de l'OTAN, la fameuse carte du Heartland. En géopolitique, on parle beaucoup du Heartland, le cœur de la Terre, le cœur du continent eurasiatique, incarné essentiellement par la Russie. Et toute l'idée de Mackinder, c'était un Anglais qui avait théorisé l'idée que celui qui contrôle le Heartland, le cœur du continent eurasiatique, contrôle toute l'Eurasie et contrôle le monde. Et donc, les Anglais, repris par les stratèges américains comme Spikeman et comme Foster Dulles, George Kennan, les stratèges de l'OTAN ont repris cette idée. Le Heartland doit toujours être endigué et ne doit jamais accéder aux mers chaudes. Et les Russes sont persuadés que cet ADN de l'OTAN est toujours en vigueur et que l'unique but de l'OTAN, c'est de freiner l'occidentalisation de la Turquie, l'empêcher d'aller vers l'ouest et vers le sud, et donc la bloquer, même lui tendre des pièges
Et du coup, les Russes se disent, puisqu'il n'y a rien à attendre de l'Occident, les Russes disent souvent, pour entrer à l'OMC, on a attendu 25 ans. Les Chinois, qui étaient quand même beaucoup plus totalitaires et beaucoup plus communistes, eux, ils sont entrés 2 ou 3 ans après avoir demandé. Donc les Russes se sont dit, ça veut dire qu'ils nous considèrent pire que les Chinois maoïstes. Et pourtant, la Chine, c'est le plus grand nombre de morts du communisme devant même Staline. Donc les Russes se sont dit, ils préfèrent une Chine totalement totalitaire, si j'ose dire, absolument totalitaire, qui bat tous les records chaque année d'exécution. Donc c'est bien pire que la Russie. Ils préfèrent les Chinois aux Russes. Ça prouve que même si on est beaucoup moins dictatoriaux qu'eux, ils nous détestent tellement qu'ils préfèrent même la plus grande dictature au monde plutôt que nous. Et voilà où on en est aujourd'hui. Et pour Israël, c'est extrêmement grave. Parce que, heureusement, aujourd'hui, Poutine a dit également, bien qu'étant allié de l'Iran qui finance le Hamas, comme le Qatar, Poutine a souvent dit, on en parlait tout à l'heure avec M. Bloch, Poutine a souvent dit, vivant, moi vivant, on ne menacera pas Israël. Je ne laisserai personne menacer Israël. Alors, ça paraît bizarre parce qu'effectivement, la Russie est un allié de l'Iran et pourtant, Poutine a l'air d'être un ami d'Israël. Un ami, plus ou moins. Mais non, par exemple, pour l'affaire syrienne, Poutine a été très ennuyé par l'entrisme et l'activisme iranien militaire pendant la guerre syrienne. Il les a laissés faire pour combattre les djihadistes, mais la Russie a systématiquement coordonné ses efforts pour faire en sorte que quand Israël veut régler son compte à des miliciens du Hezbollah qui acheminent des armes détournées contre Israël, la Russie a systématiquement laissé Israël faire alors que la Russie contrôle le ciel syrien. Donc on sait que Poutine est un homme qui n'est pas contre Israël, mais ses intérêts géostratégiques, économiques, politiques, mais aussi sa volonté de se venger contre un Occident qui nous a humiliés, disent les Russes, malheureusement fait que la Russie aujourd'hui, c'est un fait, est l'ami de pratiquement tous les ennemis de l'Occident. Corée du Nord, Iran, Cuba, Venezuela, la Russie cumule, comme la Chine, pour se venger de l'Occident. La Russie aujourd'hui est proche de tous les régimes anti-occidentaux. C'est un fait et je ne le nie pas. Et pourtant, malgré cela, Poutine ne veut pas nuire à l'État d'Israël. Donc ça fait partie des subtilités de la géopolitique, mais imaginez si lui quand même ne veut pas du mal pour l'État d'Israël, alors qu'il est allié à des pays qui veulent détruire Israël, imaginez ce que serait la Russie si elle avait été intégrée dans un système occidental, comme le voulaient vraiment les dirigeants russes jusqu'en 2003. Ils ne voulaient pas adhérer à l'OTAN et être, bien sûr, des élèves des Occidentaux, mais ils voulaient, dans une sorte d'égal à égal, qui avait été jugé irréaliste par les Américains assez méprisant. Les Américains disaient à l'époque, vous êtes peut-être un géant militaire, mais vous êtes un nain économique, vous ne représentez pas plus que le budget de l'Italie, donc il n'y a pas de raison qu'on parle d'égal à égal. C'était une erreur de mépriser comme ça les Russes, parce qu'aujourd'hui, ils aident des ennemis de l'Occident. Donc, moi, je pense que ce sommet Biden-Poutine a été très important, parce que tout ce qui peut faire en sorte que les Occidentaux et les Russes dialoguent ne peut être que bon pour Israël. Tout ce qui peut faire un jour rapprocher, parce que nous sommes de la même civilisation, même les plus anti-russes d'entre vous, s'il y en a, vous aimez des auteurs ou des compositeurs russes. Par contre, je ne connais pas beaucoup d'Occidentaux qui passent leur temps à écouter de la musique classique turque ou qui lisent des auteurs turcs. On est beaucoup plus proche civilisationnellement de la Russie que d'un pays comme la Turquie. Ce n'est pas pour critiquer la Turquie d'ailleurs que je dis ça, mais nous sommes d'une civilisation très proche, judéo-chrétienne, européenne. Il y a beaucoup de Russes aux États-Unis et en Israël. Donc, ça ne fait de doute pour personne que nous faisons partie de la même civilisation. Mais les vieux réflexes de la guerre froide, comme des étoiles qui n'existent plus mais qui brillent encore, hélas, continuent à aveugler les stratèges. Et je pense que c'est un aveuglement. Et donc, voilà pourquoi ce sommet Poutine-Biden est important. Il y a quelques semaines ou quelques mois, Biden a traité Poutine de criminel. Alors, certains pourront me dire, mais il l'est. Il a fait tuer des gens. Peut-être. Mais alors, pourquoi il ne dit pas la même chose contre les dirigeants du Qatar qui ont armé plein de djihadistes et où l'Amérique a une base militaire et c'est un grand allié de l'Amérique. Donc, si l'Amérique était cohérente, si l'Amérique traitait de criminels tous les dirigeants dictatoriaux du monde, notamment des pays du Golfe, on se dirait, bon, et s'il y avait des sanctions
contre Erdogan, contre les dirigeants du Qatar, de l'Arabie Saoudite ou du Koweït qui finance les frères musulmans et beaucoup de terroristes, on comprendrait. Mais on a été aidé, le Koweït, contre un pays arabe et on est très proche de tous ces pays du Golfe dans lesquels on a des bases militaires. Donc, les Russes disent que ce n'est pas crédible leur truc. Si vraiment c'était l'amour de la démocratie et une sorte de prosélytisme démocrate qui animait leur haine envers le dirigeant Poutine, eh bien, il serait pareil avec les Saoudiens et les Qataris. Or, ce n'est pas le cas. Et ni avec le Bahreïn, ni avec toutes ces monarchies pas du tout démocratiques, Koweït et autres. Donc, Israël en paye le prix, mais heureusement, jusqu'à aujourd'hui, Poutine n'est pas un ennemi d'Israël. Et autre bonne nouvelle pour Israël, bien sûr, c'est le fait que depuis les accords d'Abraham, grâce d'ailleurs à un plan qui a été mis en place par le gendre de Trump, un jour on verra à quel point Trump était peut-être désagréable, peu éduqué, enfant gâté, peut-être pour certains un type extrême au niveau verbal et vulgaire, tout ce que vous voulez. Mais d'un point de vue stratégique, les accords d'Abraham qui ont été concoctés sur demande de l'administration Trump, qui voulait des résultats, c'est quelque chose de formidable qui a permis de montrer que certains pays occidentaux sont plus anti-israéliens que certains pays arabes. Et la Russie n'a pas du tout été contre ce processus, hein. Même si elle est alliée à l'Iran. La Russie a aussi des très bonnes relations, contrairement à ce qu'on croit, avec les Saoudiens, avec même les Qataris, pas trop mauvaises, et avec les Émiratis. Très, très bonnes relations. La Russie coopère avec les Émirats aujourd'hui en Libye contre les frères musulmans de Tripoli. Donc la Russie, il ne faut pas la voir que comme l'État qui est proche de l'Iran et qui serait dans une logique anti-occidentale, donc anti-israélienne. C'est beaucoup plus complexe que ça. La Russie aujourd'hui est très très proche des Émirats, qui est le pays qui a ouvert une sorte de vague de rapprochement entre 7 pays arabes et Israël. Donc, je laisse la parole maintenant à M. Bloch s'il veut me relancer sur autre chose, mais voilà ce que je voulais dire. C'est un immense gâchis, cette néo-guerre froide, cette prolongation d'une guerre froide, parce que si vraiment l'Occident rompait avec tous les régimes qui violent les droits de l'homme, et si vraiment l'Occident faisait des sanctions que animées par la morale contre les mauvais dirigeants qui tuent ou qui sont corrompus, ça se saurait. Et croyez-moi, l'Arabie Saoudite ou le Qatar sont 1000 fois plus corrompus et moins démocratiques et plus criminels et plus tout ce que vous voulez, et kleptocratiques que la Russie. Donc, on voit bien qu'il y a un acharnement anti-russe, au-delà des critiques que l'on peut émettre envers la Russie. Il y a un véritable acharnement anti-russe qui est regrettable parce que la Russie et l'Occident, si nous étions alliés contre la menace islamiste commune, qui est une menace commune parce que les Russes ont énormément de problèmes avec les islamistes. En Tchétchénie, c'était les mêmes islamistes que ceux qui nous combattent, qui sont venus à un moment entraîner des séparatistes islamistes. Quand la rébellion tchétchène est devenue plus islamiste dans les années 90-2000, on a retrouvé des Saoudiens, on a retrouvé des gens d'Al-Qaïda, on a retrouvé les mêmes que ceux qui nous combattaient. En Afghanistan, nous avions les mêmes ennemis que les Russes également. Donc, et les Russes, à terme, sont les ennemis des Chinois. Les Chinois rêvent de conquérir une partie de la Sibérie russe. Donc, nous avons tout pour avoir les mêmes ennemis islamistes et chinois dans l'avenir. Et l'intérêt des Russes comme des Occidentaux serait de se rapprocher. Et bien entendu, ce serait une très, très bonne nouvelle pour Israël, parce que si la Russie reste rejetée de l'espace occidental avec plein de sanctions continuelles, il n'y a pas de sanctions contre la Turquie qui envahit Chypre. 37% de Chypre sont envahis par la Turquie, avec une épuration ethnique. Il n'y a aucune sanction de l'ONU, des États-Unis contre la Turquie à Chypre, alors que l'ONU a condamné l'invasion de Chypre par la Turquie, et c'est une véritable invasion. Donc, là aussi, les sanctions contre la Russie, si on sanctionnait tous les pays qui ont un contentieux territorial ou qui ont annexé un petit bout de territoire, en l'occurrence, la Crimée était russe historiquement, eh bien, là aussi, il y a 2 poids, 2 mesures. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Je ne veux pas vous rendre pro-russe, mais je pense que ce malentendu Russie-Occident ne va profiter qu'à la Chine, qui est très heureuse de profiter des Russes qui veulent se venger. La Chine rigole dans sa barbe, les dirigeants chinois se disent les Russes, c'est des Blancs, c'est des Occidentaux, c'est des Judéo-chrétiens. Pour nous, c'est pareil que les Européens. Mais ils sont assez stupides pour nous armer, et ces armes, nous les retournerons un jour contre les Occidentaux. Donc les Russes eux-mêmes sont aussi irrationnels que nous. Notre irrationalité est de bloquer la Russie et de la diaboliser,
Mais l'irrationalité des Russes, c'est de croire que les Iraniens et les Chinois sont des alliés. Ce sont des alliés tactiques, mais qui ne les considèrent absolument pas comme des alliés civilisationnels. Et à long terme, ils ont des contentieux géostratégiques, géopolitiques et civilisationnels.